Le principe qui est au cœur des figures chartistes, c'est l'histoire se répète. Alors, c'est un des trois principes. On peut expliquer la raison de ces figures. On peut trouver une cause à ces figures. Or, d'autres, d'ailleurs, moi je préfère avoir une analyse intelligente, c'est-à-dire une analyse technique intelligente, dans laquelle on sait quelle est la raison. On n'obéit pas directement, automatiquement ou mécaniquement à la figure. On voit une figure de triangle, on voit une figure de tête-épaule, ça veut dire que ça retourne. Non, on essaye de comprendre, parce que l'analyse technique, si tout le monde fait la même analyse, ça marche plus, ou ça marche très peu, ça se continue pas. Il y a un surconsensus. Donc le triangle, etc., ça veut dire quelque chose. Et il y a des causes, mais c'est pas ça. Le fait que l'histoire se répète, c'est pas les causes. C'est le constat et les comportements qu'on voit récurrents qui se produisent. Donc on voit régulièrement une figure, un type de comportement qu'on a associé à une figure, vague, etc. Alors différentes figures. Et quand cette figure se produit, il arrive un certain événement, un certain conséquence sur le marché. André, on a à Dauphine, tu viens de donner un cours d'analyse technique. J'étais venu, je pense, il y a une bonne dizaine d'années. Oui. Désormais, tu es professeur depuis 2010. 2010, Bon, 15 ans. Ouais. Bon, ça se fait, hein, au fur et à mesure. Hein. Mais au fil des années, on a eu de plus en plus d'élèves. Et là, maintenant, on est à 165. C'est surtout au moment des corrections que c'est difficile. Et aussi un peu dans le cours, faire un peu respecter les chutes, parce qu'il y en a rien qui parlotent un peu à droite à gauche des fois. Donc, À la main, tu as un objet historique. ouais, alors ça, c'est ma plaquette. Alors j'en avais deux. Ça, c'est je les ai plus. J'en ai plus qu'une. Ça, c'est la plaquette 172, c'est-à-dire et MRA Mescar-Troussel adhérent. Ça, c'était pour le Pibord. La bleue, c'est pour les Pibords. J'étais aussi commis Pibord. Et commis notionnel, elle est rouge. Donc la rouge, je l'ai pas retrouvée dans mes archives. Et d'ailleurs, je cherche aussi, je fais un appel, j'en profite, je cherche les vestes de couleurs qu'on avait, dont j'ai choisi moi-même les couleurs pour Mescar-Troussel, qui est prune et beige, etc., et qui étaient les vestes des commis, etc. Et je les ai pas. Je pense qu'à Euronext, ils les ont encore et ils pourraient peut-être m'en donner une ou m'en vendre une, et je cherche à aller voir. Excellent. Il y avait plusieurs sujets sur lesquels je voulais te lancer. Alors déjà, dans quelques semaines, c'est le salon de l'analyse technique. Alors, on n'a pas fait le salon de septembre. En septembre, on n'a pas fait le salon du trading parce que j'avais des problèmes familiaux, mon père était très malade et finalement, c'est bien fini pour l'instant, pour ceux qui pourraient s'inquiéter. Et donc, on a regroupé ensemble le salon d'analyse technique et le salon de septembre. Donc, ce sera le 26e salon d'analyse technique et le 19e salon de trading. On les a regroupés ensemble. On aura les conférences d'analyse technique, mais on aura aussi les duels de trading avec un certain nombre de traders français. Là, je suis en négociation pour faire venir un Rob Hoffman, l'américain. Il y aura les Italiens, il y aura les Belges, etc. Donc une douzaine, normalement, on devrait être 12 traders. Il y aura des nouveaux. Il y aura Benoît Fernandez-Riou qui n'est jamais participé, qui va y participer aussi. Lui, il se concentre surtout sur le round de vise, mais les autres rounds, il sera aussi présent. Et puis, et tout ça, c'est le salon d'analyse technique et du trading. Et ça se passe le 28 mars, donc pas tout à fait dans quelques semaines, c'est un peu plus loin quand même. 28 mars, pas très loin non plus, 28 mars. Et on peut s'inscrire sur www.salonat.com, donc salonat.com, salonat.com. C'est gratuit, tout est gratuit, les conférences. Et il y a une trentaine, quarantaine d'exposants, des courtiers, des banques, une propre firme. On a également des cabinets de conseil, d'analyse, de formation, etc. Pas mal de monde, des Canadiens. On a un peu tout. Tu as cité les propres firmes, c'est une des évolutions là, des dernières années. En tant que figure emblématique du trading en France, pour avoir organisé ce salon depuis 25 ans maintenant. Bon, et ce sera la 26e édition. Donc 25 ans, oui. Et des 19e pour le salon du trading, ce sera la 19e édition. Et 26 pour le salon du trading. Oui, les propres firmes, c'est nouveau. Alors,
ça nous met en garde un peu parce que c'est quand même depuis 2-3 ans que ça a vraiment démarré. Ça existait un peu avant. Il y en a qui se cassent la figure. Bon, pour l'instant, c'est encore le Far West. Les prop firms, c'est encore le Far West. Il faut pas s'imaginer que c'est la panacée, que c'est magique, parce que ceux qui commencent se disent ah ça y est, j'ai trouvé la solution idéale. Alors, qu'est-ce que c'est les prop firms? Ce sont alors, il y a différentes formules, hein, mais globalement, ce sont des sociétés qui vous font passer des tests, qui vous demandent de répondre à un certain nombre de résultats en direct, et ensuite, à partir du moment où vous êtes qualifié, vous passez dans un autre groupe où on va commencer à vous allouer vraiment des fonds. Alors, des fois, il y a des tests où c'est des tests en virtuel, il y a des fois, c'est des tests en réel, et puis ensuite, eh ben, ça progresse, et ça monte, et tout doucement. Et là, on vous sélectionne, et vous pouvez, alors, il faut payer un abonnement qui est 150, 200, 300 euros par mois, mais ça vous permet de vous tester, ça vous permet de faire face au marché. Alors, c'est surtout du scalping, hein. C'est surtout du trading très court terme. Et pour 200, 300 euros par mois, vous pouvez avoir comme ça une mise de fonds de 25, 30, 50 000 euros ou dollars. Et ensuite, essayer de vous tester. Alors, dans un premier temps, je considère que c'est très utile pour ceux qui rêvent et qui pensent, après une semaine surtout, que ça y est, le trading c'est facile, j'ai gagné en une semaine. Mais non. En une semaine, ça veut rien dire. Il faut s'entraîner, il faut se backtester, il faut y aller doucement. Alors, on peut s'entraîner en ce qu'on appelle le paper trading. Le paper trading, c'est pas la même chose que le trading réel. Oui, c'est vrai, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui perdait en paper trading qui se mette à gagner en réel. Donc, il faut absolument au minimum gagner en paper trading ou en simu ou en démo, c'est pareil, tout ça, ça veut dire la même chose, c'est-à-dire en non réel, à blanc, pour essayer d'envisager de commencer à gagner en réel. Mais en réel, c'est une autre histoire. Il y a un aspect psychologique qui est très fort, etc. Donc là, les prop firms, c'est intéressant parce que après le paper trading, l'entraînement, etc., quand vous atteignez un certain résultat en paper trading, vous passez à prop firm. Alors là, vous payez 200, 300 euros sur le mois, et là, vous allez avoir accès directement à des passages d'ordre réel. Et donc, vous allez voir. Et alors, les critères des prop firms sont assez hauts parce qu'ensuite, vous passez, quand vous avez passé la première étape, vous passez à une étape où il vous donne de l'argent réel. Et là, ils vous donnent 80% des résultats et ils en prennent 20%, plus ou moins. Il y a différentes stratégies. Alors, certaines associent ça avec des formations. D'autres associent, on peut considérer que c'est des brokers détournés. Alors, il y a tous les styles. C'est le Far West. Il y a tout et n'importe quoi. Donc, il y a des escrocs, il y a de l'arnaque et il y a des trucs sérieux. Et c'est souvent comme ça lors des phases d'innovation. Oui, c'est vrai. Donc, toi, tu en as vu plus que moi, bien sûr. Et moi, en tout cas, depuis que j'ai démarré, quand j'ai démarré, le début des CFD était vraiment quelque chose qui a amené beaucoup de mouvements. Mais après, j'ai vu d'autres révolutions. J'ai vu, par exemple, les crypto-monnaies au fil des années qui se sont imposées comme une réelle évolution. Et après, il y a eu des espèces de feux de paille et des concepts fumeux. Par exemple, les options binaires, elles ont complètement disparu, ont été interdites. Alors, qu'est-ce que tu peux dire sur ces innovations qui jalonnent la finance de marché, le trading, année après année? Il y a une période d'adaptation. Et donc, comme je dis, c'est le Far West. C'est très difficile. Après, le Far West a été régulé. Et après, ils ont fait des États. Et puis maintenant, il y a plus le Far West. Il y a plus rien. Il y a plus de problème. Même si les Américains de l'Ouest sont un peu plus dynamiques que les Américains de l'Est, on peut dire. Bon, mais globalement, c'est fini. Bah pareil. Là, tu me parles moi, je remonte à avant même. J'ai reconnu d'abord comment ça s'appelle, les brokers online, les brokers en ligne. Ensuite, il y a eu les brokers forex. Et le forex en général. Ensuite, il y a eu en même temps les CFD et les brokers normaux, c'était surtout avec les futurs. C'était surtout tout ça, ça existe encore. Les futures qui sont le marché roi. Moi, je considère que le marché roi, c'est les futurs. C'est pas les autres, c'est des dérivés, si tu veux, des futurs. Vrai marché où on a vraiment toutes les cotations, où tout le monde vient, etc. C'est un vrai marché standardisé sur une bourse, etc. Alors après, il y a eu le forex. Déjà, le forex, c'est pas standardisé, sauf au CME où il y a les futurs sur les devises. Mais sinon, les autres, c'est du gré à gré entre les différents banques ou les différents brokers. Ensuite, il y a eu les options binaires. Effectivement, les options binaires, c'était nettoyé. Ensuite, il y a eu les CFD. Et puis, il y a eu aussi, surtout, des règlements ISMA avec des leviers
diminuer, fixer, bloquer à un certain niveau pour pas que ça soit de la folie. Donc au bout d'un moment, ça se régule. Au bout d'un moment, ça se régule. Et donc les propres firmes, c'est certain qu'il y aura un moment, alors combien de temps, on ne sait pas, 2 ans, 3 ans, avant qu'il y ait que les les autorités de contrôle et de négociation fassent attention et régulent un peu ces sociétés pour pas qu'il y ait d'attrape-nigo, pour que tout le monde s'en sorte, etc. Donc voilà. Donc il faut attendre. Il n'y a pas de problème. Et de toute façon, même quand vous avez la régulation, ça n'exclut pas de faire très attention. Tout le temps, Alors, très attention. à l'extrême opposé, il y a une autre tendance de fond qui s'est beaucoup développée ces dernières années en France et en Europe. C'était le cas depuis peut-être un peu plus longtemps aux États-Unis. C'est la gestion passive diversifiée via ETF avec une vision très long terme. Et il y a certains acteurs là qui ont pris des grandes parts de marché. Et là, on est un peu dans l'opposé du trading actif. Là, on est vraiment dans une approche chercher le rendement moyen de la bourse lissé sur le très long terme. Alors, qu'est-ce que tu en ce qu'on penses? s'en aperçoit, c'est que le trading et la bourse, c'est très dur. C'est très difficile. Il y a beaucoup de souhaits et peu d'élus. Beaucoup de gens qui veulent, mais à l'arrivée, il n'y a pas beaucoup. On s'aperçoit aussi que les gérants, les SICAV, les éléments comme ça, sont très 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 rarement, sur le long terme, sur 10 ans par exemple d'études, on regarde et statistiquement, il n'y en a aucun qui battent leur benchmark. Leur benchmark, c'est-à-dire l'indice de référence. Des fois, ça peut être le CAC, ça peut être le SBF 500, ça peut être le S&P 500 américain, ça peut être un marché asiatique. Bon, vous avez décidé de prendre une SICAV sur les actions françaises, vous prenez sa benchmark, c'est le SBF 200, 250, etc. Bon, on regarde les SICAV. Quand l'indice monte, toutes les SICAV montent. Quand l'indice baisse, toutes les SICAV baissent. Quand dans le port avec les bateaux, la marée monte, tous les bateaux montent. Quand la marée baisse, tous les bateaux baissent. Donc bon, et il y en a très peu qui font l'inverse, qui arrivent à rester au-dessus ou qui coulent quand la mer est bonne. Donc là c'est pareil. Pour les SICAV, sur 10 ans, elles font toutes, même un peu moins parce qu'il y a des frais, que l'indice de référence. Il y en a pas. Alors, mais j'en ai trouvé une. Oui, mais c'est très 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 rare. Et souvent, elle est sur 10 ans. Ah oui, elle était meilleure un peu, mais la 11e année, elle va se cracher, etc. Bon, donc dans ce cadre-là, pour 2 raisons, parce qu'on a du mal à trouver un gérant qui soit capable de faire mieux que l'indice. Et puis parce que beaucoup de gens ne veulent pas s'embêter. C'est pour ça qu'ils prennent des SICAV, ils prennent une SICAV ou autre chose. On prend des ETF. Des ETF qui est une gestion passive qui réplique. Alors, il y a différents ETF. Mais l'ETF classique, c'est celui qui va répliquer l'indice de référence et vous allez avoir à peu près la même chose que l'indice. C'est aussi bien que toutes les SICAV que vous voulez. Et sur 10 ans, c'est mieux. C'est moins cher, c'est mieux. Donc, alors après, si vous voulez mettre un peu de beurre dans les épinards, vous avez des turbos, vous avez des éléments comme ça ou des ETF avec effet de levier. Donc, ça va booster un peu plus. Mais à la fin, là, vous prenez un risque. Si vous prenez un risque, c'est toujours dangereux et il faut le suivre à chaque fois. Mais comment ça s'appelle, ces produits de gestion passive sont très utiles pour les gens qui veulent pas se fatiguer. Ils veulent pas se fatiguer, ils prennent un ETF, terminé, et puis voilà. Et ils auront la même chose que le CAC 40 ou que le SBF 250, etc. Donc pourquoi pas. Ils peuvent jouer même plusieurs ETF différents, un ETF sur les valeurs américaines et puis un ETF sur les valeurs françaises. Ils peuvent un peu diversifier également. Donc bon, j'ai rien contre, ça se développe. C'est plutôt un aspect facilité pour les gens. Facilité, pas de préoccupation, etc. Parce que le trading, c'est très dur. Et il y a peu d'élus à l'arrivée. Donc, et plus ça sera court terme, plus vous avez des chances de gagner beaucoup, mais il y en a beaucoup moins qui arrivent à la fin. Donc, à la fin, c'est plus, et puis, mais moins d'élus. Voilà. Les crypto-monnaies, ça a été une autre grosse révolution des dernières années, dans la lignée de ce que tu viens de décrire. Pareil. Une évolution, mais le Far West au départ, de plus en plus régulé, et des gros concepts. Alors il y a le quand concept initial, le Bitcoin, qui est très fort, qui est sur des plus historiques et qui prend peut-être une place vraiment légitime dans la finance
dans le paysage financier mondial, hein, Alors, en tant que qu'actif. oui. Voilà, on a assisté quand même à une révolution de ce côté-là, effective Et ça commence à réguler. Il y a aussi des ETF sur Bitcoin. Il y a c'est traité aussi au CMI. Il y a le futur. Bon, on voit, ça se développe, ça se popularise, ça se généralise, ça se démocratise, c'est ça le terme que je cherchais. Et c'est régulé. Donc voilà. Bon, maintenant, crypto, ça sort seulement de la période du Far West. Il y a encore quand même des casseroles, il y a quand même encore quelques scandales, il y a encore quand même quelques gars qui partent avec la caisse. Donald Trump a lancé un meme coin avant même d'être président des Lui, États-Unis. c'est pas un président, lui, c'est un commercial. Lui, c'est un trader. C'est un trader. Oui, Un président trader ou un trader commercial, trader dans le mot commercial. Ah bah, il lance tout. Il avait lancé des NFT. Je sais pas ce que ça vaut maintenant, les NFT que son épouse et lui avaient lancé à un moment donné, etc. Bon, maintenant les NFT sont tombés. Faut se méfier de tous ces trucs-là. Faire attention. Moi, n'allez pas sur le truc de Trump. Je vous conseille. Enfin, c'est pas une histoire de politique. Je vous conseille, si vous voulez faire des cryptos, vous faites les bitcoins. Point. Les bitcoins. Vous pouvez le faire avec des comment ça s'appelle des CFD ou pas les CFD mais des fonds chez IG vous pouvez les traiter chez d'autres etc. Chez WHS vous pouvez les traiter également avec Swissquote je crois etc. Donc c'est plus rassurant parce que vous avez quelqu'un derrière un bon répondant. Donc c'est toujours faites attention. Là on a encore entendu un scandale une famille dans le Nord qui avait qui a perdu 5 millions d'euros parce qu'ils avaient tout placé. C'est chez un courtier polonais. Alors c'est pas XTB. Tous les Polonais sont pas pourris. Hein, XTB est très bien, mais c'est un autre. Et le gars est parti avec la caisse quoi. Et donc les gars se sont retrouvés. Et après ils se sont aperçus qu'il était sur la liste noire de l'AMF. Donc là effectivement toujours regardez. N'allez pas chercher des trucs folkloriques. Dites-vous que tout le monde est sur le coup. Donc s'il y a un truc vraiment intéressant, vous n'arriverez pas à le découvrir tout seul. Donc faites plutôt des trucs standards. Si vous pensez que ça va monter, d'accord. Le Bitcoin, est-ce qu'il va monter? Il a touché un top. À un moment donné, moi, je pensais qu'il allait plutôt être assez favorable à la remontée, mais pas jusque là. Dans mes analyses, je me suis trompé à ce moment-là. J'attendais des signaux pour pouvoir le shorter. Finalement, il y a eu le halving, etc. Et donc, après, c'est parti, plus favorable. Tout est possible. Dans ton cours, une des phrases qui a permis de démarrer, c'était « l'histoire se répète ». C'est les fondements pour toi de l'analyse technique, c'est la base de... Il y a trois principes d'analyse technique. L'histoire, le marché prend tout en compte. C'est surtout ça, moi, que je pense qui est le plus important de l'analyse technique. Ensuite, l'histoire se répète et le marché suit des tendances. Donc, c'est les trois piliers ou les trois bases qui permettent ensuite à l'analyse technique de se construire. Si on ne croit pas à tout ça, enfin, si on n'admet pas, c'est très compliqué. Si on pense qu'il n'y a pas de tendance, ça n'existe pas. Par exemple, vous avez, Malkiel, ou Fama. Non, c'est Fama qui dit que, Fama est pas loin. Il dit que tout prend tout en compte. Le prix prend tout en compte. On est très proche. Mais que parce que tout est pris en compte, on ne peut pas envisager quelque chose. Alors que moi, je pense qu'il a raison, mais avec l'analyse technique, c'est que le marché prend tout en compte, le prix prend tout en compte, oui, mais il y a une évolution, c'est-à-dire que simplement, il y a une boucle rétroactive qui fait que ce fait même de prendre tout en compte, les gens le regardent et donc s'ils voient qu'il y a une évolution, un mouvement, ils prennent en compte que ça va se poursuivre. C'est une anticipation, c'est pas une certitude, mais ça permet. Donc oui, le marché tend vers comment ça s'appelle une cohérence et un vrai prix. Et donc, lui, il considère que si on a ce vrai prix, on ne peut pas anticiper, on ne peut pas faire de comment ça s'appelle de spéculation ou d'investissement, mais que ce soit l'analyse fondamentale ou l'analyse technique, c'est pareil. Donc lui, il considère que ça bouge pas. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'onglet tendance. C'est pareil. La tendance, est-ce qu'elle se poursuit? Elle a plus de propension à se poursuivre. Et le dernier, c'est l'histoire se répète parce qu'on voit certains comportements. On utilise ces comportements, on dit ah tiens dans le passé ça s'est passé de telle manière et ça a eu comme conséquence la hausse ou la baisse, violente, pas violente, et on essaye de chercher ces critères. Et ces critères, on essaye de les retrouver au moment où on regarde le graphique pour essayer de se positionner et d'anticiper le même genre de comportement. Faut comprendre que ce genre de comportement, c'est un peu toute l'analyse technique. Beaucoup de gens ont déjà appris tout ça et maintenant on essaye. Il y a des pièges haussiers.
il y a des grosses mains. Alors si je vous invite fortement à relire Richard Wyckoff. Alors certains ne connaissent pas, ils me disent oh c'est nouveau, etc. Non, non. Richard Wyckoff, c'est 1936. Donc c'est pas neuf. J'avais un trader une fois, il parle de ça, il me dit ah non non mais je regarde pas les nouveaux, les zozos sur YouTube. Non, c'est pas un zozo sur YouTube. C'est de l'époque équivalente à Ralph Nelson Elliott, etc. Et lui, voyait les marchés un peu différemment. Et il montre la manière dont les grosses mains peuvent intervenir et comment on peut les suivre et les pièges que peuvent créer ces grosses mains pour essayer de piéger les petits investisseurs, donc sur des figures chartistes, etc. Donc si tout le monde voit la même chose, ça ne fonctionne pas. L'aspect, par exemple, de dire que l'analyse technique fonctionne parce qu'elle est auto-réalisatrice, ce sont des gens qui ne connaissent pas l'analyse technique. Plus c'est suivi, moins ça fonctionne. En réalité, ça fonctionne bien quand peu de gens regardent, parce que l'analyse technique traduit le comportement des intervenants boursiers. Mais si tous les intervenants interviennent ou agissent parce qu'il y a un support ou une résistance et quand ça casse, qui va faire monter ensuite le marché? En fait, l'analyse graphique traduit un comportement, c'est-à-dire un courant acheteur qui va décoller, qui quand il va casser la résistance avec du volume, ça va décoller. Mais si tout le monde, il n'y a pas de raison de monter, mais tout le monde voit leur résistance et donc tout le monde achète à ce moment-là, ils vont acheter au moment de la résistance, donc ça va monter un petit peu au moment de la rupture, mais après il n'y a plus personne puisqu'ils n'ont pas une tendance haussière, ils ont tous acheté et donc là c'est fini. Donc faire attention s'il y a un surconsensus par rapport à une figure, par exemple souvent on parle de la tête-épaule, c'est presque la tarte à la crème. Si je me souviens, ma mère me disait qu'est-ce que tu penses de France Télécom à l'époque, donc d'Orange, et je lui disais si elle me parle de ça, c'est mauvais, ça sent mauvais, c'est-à-dire que tout le monde est haussier, tout le monde veut en acheter, c'est pas bon, c'est parce que tout le monde en a acheté. Et ben pareil, si votre concierge ou le chauffeur de taxi vous parle d'un triangle, ah vous avez vu, ou la tête-épaule, encore pire la tête-épaule, de retournement, vous avez vu la tête-épaule, il faut acheter ou il faut vendre selon la forme de la tête-épaule, très mauvais, ne le faites pas. Faites par contre le contre-pied, ce que j'avais expliqué en 2002, j'avais expliqué une figure du contre-pied, c'est-à-dire la tête-épaule, ça date d'un moment, la tête-épaule, tout le monde achète au moment où c'est l'encolure qui est cassée, vous n'achetez pas, c'est trop évident, vous n'achetez pas. Par contre, il y a un stop loss, un point d'invalidation qui est fixé un peu sous l'épaule droite ou au milieu de l'épaule droite. Et là, c'est vous allez attendre que ça revienne. Et quand ça casse, tous ils sortent, ils revendent leur position parce qu'ils sont collés, ils ont perdu, ça a cassé, ça revient sur le point d'invalidation. C'est mauvais, ça échoue la tête-épaule. Vous vendez, vous profitez de la perte ou de la colle des autres pour favoriser le mouvement. Et souvent, on dit, vous allez vraiment gagner quand les autres perdent. Pas quand les autres gagnent. Le positif, il faut acheter, ça monte, c'est favorable. Ça peut marcher, mais c'est très lent, etc. Les traders, les vrais traders, enfin moi, en tout cas, personnellement, je suis meilleur à la baisse. Quand ça casse, ils ont peur. La peur, c'est le meilleur fuel pour faire avancer le marché. Il y a urgence à intervenir. Et là, vous intervenez, vous vendez à découvert, etc. avec la baisse. L'analyse technique, tu as parlé de figures chartistes, il y a aussi les indicateurs dérivés de prix, c'est l'image qu'on a de l'analyse technique, mais elle évolue aujourd'hui. Tout à l'heure, lors du cours, tu as sorti une plateforme Bookmap qui intègre des données beaucoup plus poussées à partir de l'étude des volumes, des carnets d'ordre, de l'intervention de tel type d'acteurs. Est-ce que tout ça rentre dans le cadre de l'analyse technique? Est-ce que l'analyse technique, en fait, est quelque chose de dynamique et intègre au fil du temps de nouveaux concepts en fonction des évolutions technologiques? Il y a des nouveaux concepts. Alors, ceux qui sont spécialisés sur ces concepts, ils veulent pas entendre parler de l'analyse technique ou ils considèrent que c'est différent. Mais c'est toujours pareil. On essaye de voir ce que font les intervenants. En gros, c'est ça l'analyse technique. Il y a différentes techniques. Donc, le bookmap ou le carnet d'ordre ou le footprint, qui sont des plateformes ou des outils assez nouveaux depuis une dizaine d'années quand même maintenant, minimum, ça montre ce que font les intervenants. Alors, avec ça, on a également le fait qu'il y a plus qu'un prix. Dans l'analyse technique classique, il y avait un seul prix, c'était le prix coté, le last, le close, c'est-à-dire le dernier prix coté, que ce soit en quotidien ou que ce soit en heure par heure, en intraday. Aujourd'hui, on n'a pas ça. On a deux prix. Et donc, ça révolutionne un peu. On a le prix, le bid et le ask. C'est-à-dire le prix et sa cote. Alors, on peut avoir à l'avance les prix demandés et les prix offerts et sa cote à un moment, mais même sur le moment où ça cote,
vous avez à un moment donné le fait que c'est pas ça cote 100 côtés. Et c'est pas la même chose si c'était bidé à 100 et offert à 101 et ça cote 100, c'est les vendeurs qui ont vendu à 100. Et si c'était 101 et si c'était 99 et 100 offerts, c'est en fait les acheteurs qui ont payé le prix offert. Donc c'est pas et pourtant quand vous regardez le last, c'est 100 à chaque fois. C'est pas du tout la même chose. Donc par exemple, pour essayer de démontrer la chose, c'est que dans un mouvement haussier, vous allez avoir les bids, comment ça s'appelle, les acheteurs qui vont payer le ask. Ils payent. Donc, ask touché, ask touché, ask touché. Et ça monte 101, 102, 103, à plus ou moins. Je caricature et je schématise. Et donc, ça paye. Et plus ça va monter, à un moment donné, sur la tendance, ça va finir. C'est-à-dire que là, ça cote 100, là, ça cote 101, c'est toujours les acheteurs qui payent le ask. Et puis, à un moment donné, vous allez avoir le ask qui revend. Donc, ça cote une fois ça cote sur le bid, des fois, ça cote sur le ask. Donc, déjà, la tendance est moins forte. Et puis, à un moment donné, ça va se stagner. Et à un autre moment donné, ça va repartir très fort dans l'autre sens. Autre solution. Alors, il y a 3 solutions de retournement. Vous avez le ralentissement de la tendance ou du bid à ask, et ça commence à se transformer. Vous avez ce qu'on appelait l'absorption. L'absorption, c'est des gros vendeurs avec le carnet d'ordre ou des ordres limites en retrait et qui attendent que le mec, et ça tape, et ça n'avance pas. Les gens, les acheteurs, ils payent 100, et puis ça monte pas. Le marché est bloqué. C'est en fait, il y a un vendeur, tu les as, et il bloque. Et donc là, on peut anticiper qu'à un moment donné, les acheteurs vont se lasser et que ça va se retourner. Alors c'est très court, ça peut être très court terme, et ça peut être aussi le début d'un mouvement de retournement. Donc ça c'est l'absorption. Donc il y a le ralentissement du mouvement, l'absorption, et vous avez également le retournement qui se produit violemment. C'est-à-dire que ça stagne, souvent ça s'enchaîne tout cela. Toutes ces 3 solutions peuvent s'enchaîner ou être toutes seules. C'est-à-dire que là, on stagne, et là, d'un coup, ça part à la baisse, et là, il y a du volume. Et donc là, eh ben, les asks, les vendeurs, donnent sur le bid. Pam, pam, pam. Et là, on voit le bid. Alors, il y a différentes manières de le représenter. Sur Bookmap, vous avez des boules, des bubbles, vous avez le volume. Donc, c'est plus des bubbles vertes. Ça veut dire que c'est comment ça s'appelle, les acheteurs qui ont payé le ask. Les bubbles rouges, c'est que c'est les vendeurs qui ont vendu sur le bid. Donc c'est pas pareil, ça veut pas dire la même chose. Donc là, avec les supports, des résistances, on peut coupler, on voit le volume, plus de volume, moins de volume, parce que tout ça, ça peut se passer avec très peu de volume, avec beaucoup de volume, etc. Donc voilà un petit peu, ça c'est une nouveauté. Est-ce que c'est vraiment différent? Non, c'est des manières, c'est utile, c'est des nouvelles informations, mais c'est de l'analyse technique toujours. C'est-à-dire qu'on essaye de voir qui achète, qui vend. On essaye de déduire ce que font les intervenants. Est-ce qu'ils vont acheter plus? Est-ce qu'ils ralentissent? Est-ce qu'ils revendent? Est-ce qu'il y a un piège? Alors après, même Wyckoff, c'était très proche des carnets d'or, c'est 1936. C'est pareil, ils voient tous les pièges parce qu'on sait où ils sont bloqués, où ils ont beaucoup vendu à tel niveau. Donc là, ils sont bloqués, ils sont collés à tel niveau. Donc on va essayer d'aller les tester. Donc il y a toute une formulation des stratégies. Donc là, oui, non, c'est pour moi aussi de l'analyse technique. Contrairement à l'analyse fondamentale, qui est l'analyse fondamentale, c'est expliquer les causes. Là, nous, ce qu'on regarde, c'est les conséquences. Donc les conséquences, elles peuvent apparaître avec le carnet d'ordre, elles peuvent être avec Footprint, avec Bookmap, avec le graphique, le bar chart, le chandelier, comment ça s'appelle, les points de figure. Après, c'est tout un choix et une attitude et une connaissance, une habitude d'utilisation des produits. Mais on peut les utiliser. Alors après, on peut utiliser tout en même temps. C'est plus compliqué, mais c'est très utile. L'analyse fondamentale, c'est pas ça du tout. L'analyse fondamentale, c'est dire tiens, là en ce moment, le marché américain a de l'inflation, donc la Fed va pas baisser ses taux. Donc j'en déduis que les taux vont même peut-être se tendre. Donc, je vais vendre un peu des obligations puisque les obligations baissent quand les taux montent. C'est l'inverse. Hein. Donc, si j'achetais du taux lui-même, j'achèterais. Mais là, je pense à attendre. Donc, les obligations vont baisser. Donc, je peux faire du Bund ou du T-bonds ou plus court terme encore du T-notes américain et les vendre parce qu'ils vont peut-être baisser. Voilà. Donc ça, c'est un raisonnement fondamental et très différent. Évidemment, on ne peut pas rentrer en compte le carnet d'ordre, les footprints, le bookmap dans l'analyse fondamentale. À l'intérieur de l'analyse graphique et technique,
D'ailleurs, graphique et technique, on les a rassemblés ensemble. Maintenant, c'est pas pareil. L'analyse graphique, c'est vraiment les graphiques, et l'analyse technique, c'est plutôt les indicateurs techniques ou d'autres manières de voir. Bon, mais maintenant, c'est passé dans le langage courant de dire que simplement analyse technique, ça regroupe l'analyse technique, l'analyse graphique, etc. 2025, comment tu sens l'année en bourse? Justement, Donald Trump aux manettes, un homme d'affaires qui devrait a priori avoir toujours un œil sur la bourse, et les États-Unis sont au centre du jeu là. Oui. Est-ce qu'il a un œil sur la bourse? Je sais pas, parce que il dit beaucoup de choses, ça bouge beaucoup, on a beaucoup d'attentes, donc là beaucoup de gens, attendent. Alors là, ça pousse, ça monte, le CAC est revenu pratiquement sur ses plus hauts historiques, il est à 70 points, je crois, de son plus haut, il avait vraiment redescendu, les autres continuent à monter, très bien. Bon, ok, pour l'instant, la tendance est dans un sens, il faut continuer. Il faut regarder surtout ce que pensent les gens. Si les gens sont euphoriques, c'est pas bon. Pour l'instant, c'est incertain. Personne. Il y a plein de questions. La guerre en Ukraine, ça va se résoudre comment? Trump, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va réellement faire ces taxes de douane? Pour l'instant, oui. Est-ce que ça va être équivalent? Il dit, je gère la réciprocité entre les pays qui nous font payer des taxes aux États-Unis et les autres. D'accord? D'accord, on va voir. Et peut-être qu'on va découvrir que les Européens font payer des taxes aux Américains alors qu'ils ne devraient pas. Mais donc, j'attends de voir des réponses. Ça serait logique qu'il y ait une uniformité des marchés internationaux et de l'économie. C'est très bon. Nous, on est toujours très en retard au niveau nous, les Français, on est très en retard avec le commerce extérieur. On est toujours déficitaire. Je compte sur notre ami Macron qui est remonté dans mon estime, surtout après son annonce des 109 milliards d'euros pour l'IA. Au moins, on se sent un peu fier d'être français vis-à-vis des Européens, vis-à-vis des autres politiques et vis-à-vis de Trump. Il montre qu'on est présent. C'est en cela qu'il doit continuer. Il faut favoriser ça. C'est ça qui crée des emplois. C'est ça qui permet à la croissance de poursuivre. Alors, évidemment, ça peut créer aussi de l'inflation. Trump, j'attends de voir comment il fait pour réduire l'inflation. S'il fait des droits de douane, déjà, ça repart un peu aux États-Unis. Ça va être difficile pour baisser l'inflation, alors qu'il a été en partie élu pour ça. Bon, après, c'est de la politique, on verra. Sur le marché, pour l'instant, j'attends un peu. Moi aussi, je suis attentiste. Sur le très court terme, on peut faire des coups. Sur le long terme, j'hésite. Alors, au salon, il y aura justement une conférence avec Nicolas Chéron, Vincent Gann et moi, où on parlera quelles sont les prochaines fusées, parce que des fois, ça démarre, boum, on n'a pas le temps. Et pareil, ça redescend. Quand Trump annonce que c'est fini les voitures électriques, maintenant je vais relancer les voitures thermiques, notre pauvre ami Elon Musk, il a peut-être pas bien choisi son cheval. Je plaisante. Mais Tesla, ils se sont pris un petit coup derrière les oreilles. Alors ça reprend après, on verra. Très bien. Mais donc il faut toujours faire attention. Et donc là, on verra quelles sont, avec Nicolas Chéron et puis Vincent Gann, on verra quelles sont les prochaines pépites ou les prochaines fusées. Très difficile à estimer à l'avance. Le trading court terme, c'est difficile. Le long terme, c'est plus facile. Est-ce que, en tout cas, dans les résultats, c'est pas la même chose. Dans les résultats moyens, dans les résultats généraux, les gens ont des meilleurs résultats à long terme sans levier qu'à court terme avec du levier. Comment tu expliques ça? Ce qui se passe, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que sur le long terme, les éléments extérieurs, les news, tout ce qui peut arriver, a plus de chances de se produire sur le long terme. C'est évident ce que je dis. Alors sur le court terme, si vous avez une déduction sur 1, 2, 3 jours, il y a peu de chances que l'analyse fondamentale intervienne. Enfin, ça dépend. Il y a peu de chances. Alors en court terme, très court terme, c'est que de l'analyse technique en très court terme. Pourquoi ça fonctionne pas? J'explique ça souvent. Pourquoi le scalping sur quelques secondes, c'est l'inverse qu'il faut faire. Comment ça l'inverse? Par exemple, vous avez une résistance, ça casse, vous étiez dans une vague, vous avez du volume, ça casse avec du volume, etc. Vous voulez acheter, normalement en analyse technique, vous devriez acheter, bon, je caricature, je schématise, vous devriez acheter, il faut pas acheter. 9 fois sur 10 et même plus, il faut vendre. Alors là, il faut se faire violence d'ailleurs. Vous êtes en scalping, je veux acheter. Vous imaginez tous les autres, vous dites, mais tous les autres pensent comme moi. Ils achètent. Pourquoi ils achètent? Parce qu'il n'y a que ça.
sur le très très court terme, entre la minute maintenant et la minute d'il y a 2 minutes, 3 minutes en arrière, il n'y a rien qui s'est produit. Il n'y a aucune différence au niveau analyse fondamentale. Il y a des moments où il y a des news. Il y a des moments où il y a des nouvelles, bien sûr. Mais en dehors de ça, normalement, dans la journée, vous êtes à 12h30, entre 12h30 ou à 14h. Après, il y a des chiffres qui sortent à 14h30. Et bien sûr. Mais vous êtes à 14h. À 14h02, vous voyez la rupture d'une résistance. Il n'y a rien qui s'est produit. C'est simplement des gens qui commencent à acheter. Donc, il y a un flux d'acheteurs qui rentrent. Pour quelle raison? On s'en moque. On ne veut pas savoir. Ils achètent. Si tous les autres voient que, ah tiens, ça y est, ça démarre. Il faut acheter. Imaginez que tout le monde regarde et ils n'agissent que parce que c'est l'analyse technique. Il n'y a pas de raison fondamentale. Il n'y a aucune raison fondamentale. Analyse technique, flux d'ordre, etc. C'est pareil. Ils voient ça décolle, ils achètent. Il faut pas faire ça. Il faut vendre. 9 fois sur 10, vous aurez raison. Et là, c'est extraordinaire. Entraînez-vous, faites du paper trading avec, en virtuel. Amusez-vous à faire ou avec même une propre firme. Et faites l'inverse. Et là, il faut se faire violence. C'est pas facile. Parce que vous êtes là, dites, ah, j'ai envie d'acheter. Non, n'achète pas. Tout le monde veut acheter. Je vends alors. Alors, vous pouvez attendre un petit peu, mais si vous vendez, vous verrez que vous aurez tout de suite les gains. Alors que vous allez acheter. Combien de fois vous allez acheter merde, je comprends pas, je suis toujours à l'inverse du marché. Mais toujours. Faites l'inverse. Et alors ça, c'est sur le très très court terme, parce que tout le monde fait de l'analyse technique dans son sens général, c'est-à-dire tout le monde suit les mêmes signaux, tout le monde suit parce qu'il n'y a rien d'autre. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'autre. Et donc, il y a un surconsensus. Ils n'achètent pas parce qu'ils pensent que la tendance est haussière. Oui, ça rentre aussi en jeu. Mais globalement, ils achètent parce que ça a cassé la résistance, parce qu'il y a du volume, parce que là, on paye le ask et ils disent, ah ben tiens, c'est bon. Et non, ça va pas monter. Et regardez, et ça marche très, très bien. L'intelligence artificielle, c'est la hype du moment. Nvidia est devenue la plus grosse et dans le top 3 des plus grosses capitalisations boursières mondiales. Quel est ton point de vue sur l'intelligence artificielle? Vraie révolution a priori? Moi, je dirais oui, mais... Alors, oui, vraie révolution. Pour la bourse, pas grand-chose pour l'instant. Il n'y a rien. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé. J'ai fait même enfin, j'ai fait venir il y aura aussi un spécialiste qui donne des cours là-dessus, qui sera au salon, qui sera interviewé, etc. Qui est déjà venu d'autres fois. Il n'y a rien qui ne permette d'analyser le marché, qui permette de faire gagner le marché avec l'intelligence artificielle. Je parle de l'intelligence artificielle dans son aspect trading ou analyse. Si vous me parlez de l'intelligence artificielle parce que ce sont des valeurs d'intelligence artificielle, c'est autre chose. C'est le secteur de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il faut le jouer, pas le jouer, etc. Oui, on peut le jouer. On peut jouer un tracker, on peut jouer des SICA, on peut jouer des fonds qui sont spécialisés là-dessus. Nvidia, tu me parlais d'Nvidia, il commence à avoir des concurrents lui aussi. Hein. Il y en a plusieurs des petits concurrents. Là, j'en lisais un qui était très sérieux et qui commence à lui tailler des croupières. Donc, bon, à voir. Donc là, c'est plus ce secteur. C'est plus, je dirais, de l'analyse fondamentale, ça, sur l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est un bon secteur, pas etc. À réfléchir. C'est pas mon truc, l'intelligence fondamentale. J'en fais un peu dans mes cours, surtout en M1, mais plus sur les news que sur l'analyse elle-même. Bon, et sur l'intelligence artificielle elle-même, il y a des petits trucs, mais c'est pas encore efficace. Des trucs qui permettraient de gérer, parce que l'intelligence artificielle, oui, vous faites vous demandez à résumer. Moi, je demande souvent à faire résumer des articles trop longs, des vidéos trop longues en anglais, etc. Je demande à Perplexity. Moi, j'utilise beaucoup Perplexity. Les autres peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein, Gemini, c'est très bien ça. Enfin bon. Et je leur demande de faire un résumé. Je préfère que l'écrit est mieux que je pense que la vidéo. Enfin, moi, j'apprends pas. J'ai du mal c'est utile la vidéo, mais ça permet, après, il faut revoir, il faut redétailler, il faut apprendre. Et pour comment ça s'appelle, l'appréhender sérieusement, c'est mieux la lecture. C'est mieux aussi le présentiel. C'est ce que je pense. Mais après, tout est utile. Tout est utile de toute façon. C'est valable. Mais ça peut se faire comme ça. Et donc l'intelligence artificielle, pour l'instant, elle permet de faire des gros éléments, des images, des écrits, des résumés, des quiz, des questions, etc. Tout ça, bravo, c'est assez spectaculaire. En revanche, pour faire de l'analyse boursière, j'ai vu quelques petits trucs. J'ai vu Trendsetter, j'ai vu d'autres trucs, etc. Je suis pas convaincu. Pour l'instant, c'est moins bien qu'un analyste
compétent. Un analyste compétent, elle va prendre la même chose. Et souvent, ben, ça se perd dans des analyses fondamentales. C'est-à-dire, c'est pas l'intelligence artificielle, elle va faire des analyses fondamentales. Elle va dire, ah ben, il y a ce truc-là qui monte, il y a ce truc-là qui est utile, il y a ce truc-là qui est utile. Quel est, c'était, je crois, le numéro 2, j'ai plus son nom, de Soros, au tout début, il commençait à faire, il était arrivé, il était jeune, il avait fait une analyse d'une valeur, lui avait passé peut-être 3 jours pour le faire et 3 nuits. Il l'amène au patron et le patron il dit mais bon, il dit plein de trucs. Qu'est-ce qui va faire monter le marché? Qu'est-ce qui va faire monter cette valeur? Réellement, c'est ça. Non, ça c'est un contexte. Qu'est-ce qui va faire monter la valeur? Qu'est-ce que les autres n'ont pas vu et qui vont les déclencher leur signal d'achat? C'est de l'analyse technique, ça. Ça, il arrive à l'analyse technique. Vous accumulez un certain nombre de raisons fondamentales pour dire que ça va monter, c'est un contexte favorable, mais ça va pas vous dire que ça va continuer de monter ou baisser. Et si demain, eh ben, il change d'avis complètement, ce sera autre chose. Donc, qu'est-ce qui va faire monter? Bah, ils n'ont pas vu ça, et ça va déclencher leurs signaux d'achat, ou c'est ça qui va déclencher l'investissement d'achat. Là, ouais. Mais des analyses comme ça fondamentales, j'en trouve jamais. Une chose, puisqu'à la main tu as le badge du Matif, bah, le Matif et cette époque, c'était Marché le à terme des développement instruments financiers. Alors, des à l'époque, produits ça dérivés. s'appelait Marché à terme des instruments financiers de Paris. Après, ça a changé. Ils ont gardé le logo Matif, mais ça fait Marché à terme des instruments. Marché à terme. Ah, je sais plus. Des instruments financiers. Non, ça c'est le premier. Mais international de France. Ok. Marché à terme international de France. Voilà. Mais C'est toujours eux, je crois, qui organisent sur le CAC 40 les produits dérivés. Peut-être que c'est intégré à Euronext, je sais pas exactement. ouais, c'est Entre-temps, il y a eu des Euronext. rachats Ouais, et des ouais. plus gros groupes qui ont été créés autour. Mais comment tu as vécu, toi, cette arrivée des produits dérivés? Est-ce que ça a révolutionné quelque part l'approche des marchés, de ne plus avoir enfin, de pouvoir en tout cas rentrer dans des stratégies plus complexes que uniquement acheter des actions Non, le marché roi, c'est toujours le marché des futurs. Après, les autres, c'est des succès d'années ou des copies ou des dérivés des futurs. Non, mais- Ça a pas tellement changé. J'étais déjà sur futures les et options. options quand même. Ouais, non, mais les options existaient déjà. Bah oui. Moi, les futures et options, au Matif, j'ai été le premier floor manager sur les options. Moi, au Matif, j'ai commencé en 87, et puis en 88 ou 9, je crois, ils ont créé les options sur les futurs. Donc, je sais pas, pour ceux qui réfléchissent, c'est que c'est pas des options sur du cash, c'est des options sur le futur avec une base qui se resserre, avec un gisement, c'est assez compliqué. Donc, et sur les taux d'intérêt, c'est le truc au carré. Donc, mais bon, ça s'apprend, c'est pas grave. Après, les options binaires, bah, c'était plus du casino. Les CFD, bah, c'est très proche des futurs dans le terme, sauf que c'est un écart de cours. Le forex, ben c'est pareil qu'un marché. Il y a le forex cash ou forex futur, c'est pareil. Non, il n'y a pas il y a pas de fondamentalement de changement sur les produits. Alors après, il y a les changements sur les comportements des gens et les comportements des marchés. Mais toujours à la fin, on se retrouve qui achète, qui vend. Est-ce qu'il y a plus d'acheteurs ou de vendeurs? Pourquoi ils achètent? Pourquoi ils vendent? Etc. C'est toujours pareil. Alors après, ben, comme ils ont plus d'informations, ils peuvent mieux gérer leurs réactions ou s'enflammer plus rapidement à tort qu'autrefois. Autrefois, il fallait faire ça sur Minitel ou avoir une ligne spécialisée chez Mescart. On n'avait pas le web au tout début. Bon, ça a évolué après au fur et à mesure. Donc non, j'ai pas vu de changements fondamentaux. Et quand on est passé de la criée à à tout l'électronique, donc la criée amenait vraiment un avantage pour les gens à la criée. C'est-à-dire les gens qui étaient présents, ils voyaient les ordres partir et même moi, je vivais dans le jeu. C'est-à-dire il y a Tron là, c'est un jeu, un film Tron où le gars il est dans le jeu vidéo. Et ben nous c'était pareil un peu. On était dans le jeu vidéo. On voyait les ordres partir. Au moment je répète, je le dis souvent, au moment des chiffres qui tombent, on les entendait tomber. À 14h29, c'est et poum, à 14h30, les ordres partaient, ça partait très fort. Donc on entendait le chiffre économique américain tomber, etc. Donc ça, c'est amusant. Bon, on voyait les ordres partir, on pouvait faire des squeezes, on pouvait faire ce qu'on essaye de faire également sur en électronique maintenant. Bah, on le faisait, on le vivait en réel. Je te remercie, André. Du coup, rendez-vous
C'est fin mars, salon d'analyse technique. 28 mars, exactement, 28 mars, au pied de la Tour Eiffel, à UICP, Tour Eiffel Center. Et donc, vous pouvez, sur le site www.salonat.com, vous enregistrer. Il y aura bientôt les programmes qui seront mis en ligne, les exposants, etc. Ça vient au fur et à mesure. Voilà. Merci André. Bye. Bye. Selon moi, ben, c'est moi, le plus important, c'est les prix prennent tout en compte. Les prix prennent tout en compte, c'est vraiment la base de l'analyse technique. C'est parce que, et pourquoi on ne fait pas d'analyse fondamentale, c'est parce que, ou qu'on utilise moins l'analyse fondamentale, on ne critique pas. On la trouve difficile, on la trouve compliquée. Il y a une multitude de raisons. Ce qu'on préfère, c'est regarder dans le prix, dans l'évolution du prix, on voit toutes les informations disponibles à ce moment-là. Et donc, c'est pour ça qu'on peut essayer de déterminer est-ce qu'ils achètent, est-ce qu'ils vendent, est-ce qu'ils pensent que ça va monter, est-ce qu'ils pensent que ça va baisser. Donc, il y a les rumeurs, les anticipations, les nouvelles, tout se retrouve normalement dans le prix. Donc, c'est ça. Après, l'histoire se répète. Ben, ça, c'est directement pour les figures chartistes et qu'on voit certains comportements et puis ils se répètent et donc on peut les réutiliser et on peut les réemployer pour prendre position, pour sortir, pour comment ça s'appelle, acheter ou vendre le marché. Et les derniers, c'est les prix évoluent en tendance, c'est-à-dire qu'il y a des tendances. Je vous rappelle que les tendances, c'est pas démontré scientifiquement. C'est un constat, un a priori, quand on regarde le graphique. On voit sur le graphique qu'il y a des mouvements qui sont en tendance. L'inverse n'est pas démontré non plus, l'absence de tendance non plus. Donc c'est assez compliqué. Mais globalement, la tendance a plus de propension à se poursuivre qu'à s'inverser. Ça veut dire très simplement que si vous avez une tendance haussière, il ne faut pas essayer de chercher de vendre. Il faut essayer d'acheter. Alors, tant que la tendance est haussière, c'est la hausse qu'il faut jouer. Alors après, il y a aussi quel cadre de temps on prend. Vous avez vu, je vous souvenez qu'il y avait une grande tendance long terme haussière et puis à l'intérieur, il y a plein de petits mouvements. Donc, il y a des périodes où la tendance, elle revient, elle stagne, etc. Et puis, il y a même des périodes où c'est baissier. Donc, quand souvent on vous posera la question, quelle est la tendance actuelle? Il faut dire, mais sur quelle période? Sur quelle période vous parlez? Ça ne veut rien dire. Il y en a un qui peut être haussier, l'autre qui peut être baissier, l'autre qui peut être stagnant, parce que chacun, ils ont un cadre de temps différent. Donc, sur le long terme, c'est très haussier, mais sur le très court terme, c'est baissier. Et sur le moyen terme, bah, ça ne bouge pas tellement. Voilà, donc ça dépend quel est votre profil d'intervention, ce que vous allez utiliser. Bon, et tant que la tendance est dans un sens, une fois que vous avez situé votre cadre d'intervention, votre profil, à ce moment-là, vous restez dans cette tendance. Vous ne vous mettez jamais contre la tendance. Vous vous souvenez le gars qui se met face au camion, il a tort, mais la tendance a toujours raison. Lui, il s'appelle la tendance. Il descend en sens unique et il va vous écraser. Vous êtes là avec vos petits drapeaux. Arrête-toi, arrête-toi. Dans l'autre, ces trucks américains, là, ils foncent et vous allez être écrasé. Donc, ne vous mettez pas contre la tendance. Le marché a toujours raison. La tendance a toujours raison. Maintenant, à un moment donné, elle va se retourner. Donc, il faut faire attention. Mais tant qu'elle est dans le bon sens, tant qu'il n'y a aucun signal, aucun élément qui vous permet de voir l'inverse, vous devez dire que la tendance va se poursuivre. Oui. L'analyse technique, c'est tout sauf une boule de cristal. C'est pas ça. C'est qu'on essaye de voir ce que font les intervenants. Est-ce qu'ils achètent? Est-ce qu'ils s'arrêtent? Est-ce qu'ils ralentissent? Et tout. Donc, si ça arrive d'un coup, il y a une nouvelle, que, par exemple, la Fed augmente ses taux d'un coup alors que c'était inattendu, on pensait plutôt qu'elle allait peut-être baisser, finalement elle est stagnante et puis même carrément elle dit non, j'augmente, là c'est une nouvelle, c'est inattendu. Donc là sur le graphique, on va le voir sur le graphique ce qui se passe, mais on n'aura pas pu l'anticiper. Donc la news d'ailleurs, c'est pas de l'analyse fondamentale, la nouvelle ou l'accident qu'on a, c'est pas réellement de l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est à partir du news, à partir d'un raisonnement économique, à partir d'une nouvelle même climatique, géographique, un tremblement de terre, etc. C'est l'analyse qu'on va en faire. C'est ça l'analyse fondamentale. C'est pas la news, c'est ni analyse fondamentale ni analyse technique. Après, c'est comment on l'utilise. Donc des fois, si la news arrive d'un coup et qu'il y a un accident sur le graphique, on peut pas l'anticiper. C'est pour ça qu'on met des stop loss, c'est des points qui vont stopper la position. On était haussier, il y a une mauvaise nouvelle, pam, ça chute, on pouvait pas l'anticiper. Ça dépend de la vitesse du graphique. Donc, mais tant que la tendance peut se retourner ou va se retourner certainement à un moment donné, tendance baissière ou tendance haussière. Mais ça va se faire par étapes.
Parce qu'il faut que tous les intervenants changent leur position. Quand ça monte, ça veut dire qu'ils achètent, ils achètent, ils achètent, ils achètent. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont longs. Justement, il n'y aura peut-être plus beaucoup de gens pour acheter encore, puisqu'ils ont tous acheté pendant la montée. Ils sont tous là, t'en as acheté, ouais, j'en ai acheté, moi aussi, etc. Ça monte ce truc-là? Bah, normalement, oui. Et bah, ça monte pas, moi, je commence à vendre. Ils commencent à vendre, et là, ça commence à se retourner. Et donc, ces acheteurs commencent à se retourner. D'abord, ils débouclent leur position. C'est rare qu'ils achètent stop and reverse, ce qu'on appelle stop and reverse. Ils sont haussiers, ils avaient acheté stop et je revends à découvert. C'est-à-dire, j'en ai 100, je vends mes 100 et j'en revends 100 de plus. C'est-à-dire, je vends 200. J'ai acheteur de 100, je revends 200. Donc ça, c'est ce qu'on appelle SAR, stop and reverse. C'était les très actifs. C'est un peu dangereux parce qu'il faut quand même qu'on ait un signal. Or, on n'a normalement pas le signal de retournement immédiatement. Ce n'est pas toujours vrai. Chaque cas est un cas particulier. Mais globalement, en majorité, vous allez avoir, ça commence à s'arrêter, les acheteurs commencent à déboucler, ça commence à stagner, ça commence à faire un mouvement baissier, ça reteste un peu parce qu'il y a toujours des gens, non, je suis pas d'accord, ça a baissé, et donc c'est bien, c'est moins cher, je peux en racheter, je n'en avais pas acheté la dernière fois, ils rachètent, ça remonte, donc par exemple vous aurez Wyckoff, Richard Wyckoff, c'est très ça, c'est-à-dire que les grosses mains commencent à tester, c'est fini, il y a encore de la hausse, ça commence à partir à la baisse, donc ils vont un peu vendre pour voir ça part à la baisse, donc on est là, on est en train d'avoir un mouvement, ça c'est très sympa, ça permet de comprendre l'analyse technique. Donc, on est là, ils achètent, et puis à bout d'un moment, ils disent, bon, on a bien acheté là. Donc, ceux qui ont acheté par ici, ils commencent à se dire, bah tiens, on pourrait peut-être en revendre là-haut. Donc, eux, ils ont acheté ici, et puis il y a encore tout le grand public qui a acheté encore ici. Donc, les osos, ils ont tous acheté là. Donc, ça va encore monter, c'est euphorie. Mauvais, très mauvais. Ça, l'euphorie, c'est très mauvais. Et là, ceux-là, ils commencent à se dire, tiens, on pourrait peut-être en revendre. Donc, ils vendent. Ils en avaient acheté 100, lui, il en avait acheté 100, et donc, eh bien, ils revendent 100, et puis l'autre, il revend 100. Donc, le marché, il revient un peu, et il commence à stagner. Il y a d'autres qui veulent acheter. Ah, c'est sympa, j'achète. Alors, ils disent, est-ce que c'est la fin? Ça remonte un peu. Alors, il dit, tiens, on va aller voir s'il y a encore des acheteurs. Si le marché a fini de monter, ou s'il y a encore des acheteurs. Je vous rappelle que l'aspect Wyckoff, je vous l'avais dit il y a 2 semaines, je pense, c'est un peu comme des commerçants. C'est-à-dire qu'ils engrangent, ils accumulent quand c'est pas cher, ils accumulent les maillots de bain en hiver, ils commencent à acheter les maillots de bain, ils font leur stock en hiver. Personne n'en veut des maillots de bain en hiver, normalement. On trouve de tout, mais bon. Et les maillots de bain, ils en achètent. Donc ils ont acheté tous leurs maillots de bain ici. Hop! Et ça monte. Et là, ça commence à être l'été. Est-ce que... alors là, c'est l'été, c'est par ici, par exemple. L'été, pas épaule, tête épaule, hein. L'été, spring. Summer ou spring? Summer. Mon anglais est terrible. Bon, ok, alors summertime. Oui, d'accord, ok. Alors, été, là, on arrive... Un peu de blague. Et là, là, on a là déjà tous les hommes, les femmes, etc. Fais attention quand même. Hein. Tous les hommes et les femmes achètent parce que c'est l'été. Et là, les vendeurs, bah, ils vendent tous. Ils disent, mais est-ce qu'il y a encore des gens pour acheter des maillots de bain? Hop, ils lancent un peu, ils achètent encore un peu. Les grosses mains là, ils achètent encore un peu. Et est-ce qu'ils montent? Est-ce qu'il y a d'autres acheteurs? Non, c'est fini là. Là, on est au fin août. Donc là, commence à acheter encore des maillots de bain fin août, c'est fini. Donc là, bon, enfin, on a toujours. Donc là, c'est un peu fini. Il y a encore quelques osos, mais il n'y a plus de volume. Et donc, on est passé. C'est un test, ce qu'on avait appelé un test. Un up thrust, c'est-à-dire une poussée haussière et qui rejetait. Et donc là, dans la phase de consolidation, ça revient. Donc, avant le retournement, on a une première phase, la tendance. Une deuxième phase, la stagnation, et même avec un test. Et là, ça commence à casser. Donc, on a cet espace, ce retournement en 3 étapes. C'est-à-dire que ça commence, tant que la propension est toujours terre, tant que là, s'ils avaient testé et que ça repart, la tendance n'est pas cassée. C'est pas parce qu'on l'a cassé ici, on est passé dans une phase de consolidation. Je vais changer de couleur parce qu'on voit plus rien. Hop, dans une phase de consolidation,
que derrière, ça peut repartir. Et donc là, on retrace notre tendance qui serait comme ça maintenant. Et ça se reproduira plus tard. Voilà un petit peu. Donc, normalement, le retournement de tendance se fait par étapes. Sauf nouvelle. Mais la nouvelle, c'est inattendu. On ne peut rien prouver, on ne peut pas l'anticiper. Il y a certains qui anticipent, qui peuvent prévoir, qui resserrent les stop-loss. On se dit, tiens, la Fed, il peut peut-être ne plus baisser ses taux. Mais imaginez qu'il va les monter, il faut être Mozart de la finance, c'est très rare. Et normalement, vous vous trompez 9 fois sur 10. Une fois, j'ai eu raison. Ouais, mais 9 fois sur 10, c'est tort. Donc, mais on peut protéger. On peut dire, attention, il y a des risques, on a beaucoup monté, c'est peut-être la fin. Donc, là, il avait mis son stop-loss ici, ensuite, il l'a remonté ici. Il est acheteur. Et il met son stop-loss ici. Stop-loss, je vous rappelle que c'est, on coupe la position. Donc, lui, il est acheteur, il est long, il est acheteur, et il met son stop-loss ici. Si ça redescend là, je vends. Terminé. Je déboucle. J'ai gagné tout ça. Je protège ma position et je mets mon stop-loss à cet endroit-là, par exemple, qui est un bon niveau. En même temps, c'est un niveau piège, parce que c'est un niveau que tout le monde sait qu'ils ont mis ces stop-loss ici. Tu as tous les contrariens qui n'ont pas acheté, mais qui disent, tiens, c'est bientôt la fin, on va essayer de vendre et on va essayer de squeezer tous ceux qui ont long, qui vont être collés. Donc, ils se disent que les stop-loss sont là. Ils savent que les stop-loss sont sur les derniers supports, donc il faut faire attention. Vous rentrez tout doucement dans une mécanique qui est de plus en plus réfléchie, c'est-à-dire que c'est au carré. Il y a l'autre qui contre-coup, on va mettre le stop-loss pour empêcher la perte. Oui, mais le stop-loss, il va essayer d'être testé pour déclencher les ventes, et en fait, c'est pas des vendeurs. Et donc, ils vont pouvoir, nous, on aura vendu ici, par exemple, des petits scalpers, ils auront vendu, ils vont essayer d'aller toucher ce point de vendre pour que les gens déclenchent leur stop-loss et ça vende. Et donc, eux, ils vont racheter ici. Donc, c'est très compliqué, c'est dangereux et il faut se méfier. Il faut être très sobre, très serein, ne surtout pas se précipiter, être attentif. Ne pas se précipiter, ça ne veut pas dire je dors. Non, ça veut dire je suis attentif, mais je suis prêt, presque dans les starting blocks, mais je ne démarre pas comme un dingue, etc. Donc, voilà. Donc, et alors, souvent, je vous avais dit, la tendance, c'est un peu comme le beau temps. Le beau temps, vous êtes dehors, vous sortez, tiens, aujourd'hui, durant la prochaine, il fait soleil, comme aujourd'hui par exemple, durant la prochaine heure, la tendance, c'est de dire, il y a plus de chances que ça va se poursuivre, que là, qu'il va faire encore beau. Et puis, dans une heure, il va y avoir un peu de vent, donc là, c'est la tendance qui commence à faiblir. Alors, le volume, vous m'avez dit, oui. Alors, le volume, ça va être joué. Quand on va casser ici, pas de volume, et c'est pour ça qu'on va dire, tiens, c'est pas bon, il n'y a pas de poursuite, ils n'achètent pas, donc c'est pas intéressant d'acheter, c'est pas urgent d'intervenir, et quand ça va casser là, il va y avoir du volume, il faut se précipiter, là, il faut y aller vite. Enfin, ça confirme ce que vous voulez faire, d'accord? Donc, le volume est un des éléments, mais il y a aussi la figure, il y a aussi l'activité, voilà, bon, donc, et les indicateurs techniques qu'on verra. Donc, tant que la propension se poursuit, tant que la tendance se poursuit, tant qu'il n'y a rien qui remet en cause, plus de chances de se poursuivre. Si le marché est déjà très baissier, c'est-à-dire dans l'esprit, là, tous les acheteurs qui étaient ici, ils ont déjà redébouclé, c'est pour ça que ça forme cette phase de consolidation qu'on pourrait appeler un rectangle ou un double top, par exemple, etc. Au moment où ils vont essayer de tester la deuxième fois, il ne faut pas de volume, et 2, ils vont plus ou moins réussir à dépasser cette résistance. Donc, s'ils n'arrivent même pas du tout à la dépasser, on voit les mecs, ils achètent, on voit, ils viennent retaper une deuxième fois, et des fois, vous aurez des doubles tops où ça monte, ça fait un premier top, et en fait, le deuxième top est même inférieur ici au premier top. Là, vous avez le premier top, là, vous avez le deuxième top, donc c'est celui-là le premier top, on va dire. Là, je ne sais pas si vous arrivez encore à voir ce que j'ai écrit. Voilà, donc là, vous avez les deux. Et donc, le deuxième, il peut arriver à le dépasser. C'est parce que les grosses mains sont encore là, ils arrivent à manipuler un petit peu, ils poussent, il y a encore des oiseaux qui veulent acheter, donc ça dépasse. Tous les cas sont possibles. En réalité, la réponse, c'est tous les cas sont possibles. Ça ne veut pas dire plus ou moins. Il faut être attentif et voir ce qui se passe. Le volume va être intéressant. Si là, sur cette montée-là, toute la montée ici, le volume qui était assez fort
sur toute la montée ici, il y avait beaucoup de volume, etc. Et là, déjà sur la descente, il y a du volume. Là, sur la montée, il n'y a plus de volume. Là, c'est pas bon. Pour la hausse. Par contre, et là, sur la redescente, vous regardez. Alors souvent, des fois, c'est pas super clair le volume. Hein. Ça va être évitant parce qu'ils sont pas tous dans le même sens. C'est pas aussi. Sinon, s'ils sont tous dans le même sens, ça va d'un coup. Ça peut le faire. Mais là, on va avoir un volume médiocre parce que c'est encore en réflexion. Mais là, quand ça va casser, là, il faut que le volume soit très fort. Et là, ça prouve. Alors, vous n'êtes pas obligé de rentrer. Là, c'est plus pour un scalper. Et d'ailleurs, il va regarder les tendances. Lui, il va zoomer et il va regarder les tendances ici et il va essayer celle-là et il va essayer de se positionner sur des mouvements directement intraday très très courts. Vous êtes plus à regarder. Vous êtes, ils ont fini. Les grosses mains sont en train d'acheter. Ils sont en train de revendre. Ils sont testés. C'est amusant même. C'est cherchant comme. C'est un peu comme une énigme. C'est un jeu même. Au lieu de faire des sudoku. Ou de regarder Netflix, bah vous faites ça. C'est sympa. Moi j'ai vécu des aventures terribles en prenant des vieux marchés et puis je cachais. Je disais je fais quoi, j'avance et je me cache. À l'époque, il n'y avait pas l'informatique aussi développée. Donc maintenant, eh ben, vous pouvez avec TradingView, vous pouvez repasser des marchés et l'évoluer et même le samedi, dimanche quand les marchés sont fermés, vous réentraînez. Il y a plusieurs même. Sur différents courtiers, WHS, vous pourrez refaire la séance et revoir si vous achetez, vendez, etc. Vous testez. C'est vachement bien. C'est pas la réalité et c'est loin d'être la réalité. Mais c'est utile pour l'entraînement. Et moi, j'ai vécu comme ça en cachant, j'achète, je vends. Ah non, pourquoi qu'est-ce qui s'est passé donc, carrément que graphique. Il n'y avait pas du tout d'analyse fondamentale puisque c'était du passé, etc. Je ne regardais pas ça. Donc voilà. Donc le volume est très important. Oui. Ah ben là, vous avez, sur le cours, sur le contrôle terminal, vous avez 4 graphiques. Quel horizon? Ça dépend de votre profil. Normalement, on a un profil plus large, un graphique plus large où on a, le contexte général, globalement. Et un graphique très court qui est plus le graphique tactique. Et au milieu, vous avez la stratégie. Donc, normalement, l'analyse technique, ça fonctionne bien. Au milieu. Quand c'est très court, le scalping sur du 1 minute ou 30 secondes ou 15 secondes ou tic par tic, ça marche moins bien. Si vous l'avez dit, parce que tout le monde fait de l'analyse technique, et là, c'est plus les flux d'ordre qui est une partie de l'analyse technique, mais pas l'analyse technique classique, etc. Les signaux classiques, c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire, etc. Mais, donc, l'horizon de temps, quotidien et horaire, c'est pas mal. Quotidien et horaire, ça fonctionne. Alors, vous pouvez dire, tiens, je prends une position quotidienne et je vais regarder horaire pour voir la tactique, etc. La stratégie, c'est globalement, et weekly, hebdomadaire, sur le contexte général, si la tendance est haussière ou baissière, etc. Donc après, tout se mixe. Donc, mixte. Donc, en réalité, c'est pour ça que je vous dis, c'est scolaire, on comprend, c'est facile. Là, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, qu'on a compris, on a compris. C'est-à-dire qu'on apprend, c'est nouveau, mais c'est pas difficile à comprendre. Par contre, après, c'est l'employé, c'est que ça revienne. Et pour que ça revienne, il faut l'habitude, il faut l'expérience. Ok? Normalement, la tendance, on va prendre une tendance haussière. Tendance haussière, elle se fait avec du volume. On pourrait imaginer, vous savez que quelle est la dernière possibilité de voir que le volume va contrarier le mouvement. Le début de la tendance, il y a du volume, et après, non, avant la consolidation, d'une tendance va être se retourner. C'est la quatrième raison, la quatrième utilité à contrario. Quand on a la tendance, c'est ce qui se développe, normalement le volume accompagne. Ok, mais on a le volume, ça accompagne, et puis au bout d'un moment, la tendance elle continue à monter et le volume baisse. C'est ça à contrario. Attention, c'est la première alerte. Et on pourrait avoir ça avant la phase de consolidation. On peut avoir la tendance. Alors là, je chipote parce que je rentre plus. C'est pas là, j'ai simplifié. Donc la tendance avec le volume qui monte. Mais même sur la fin de la tendance, si on zoome un peu, si on a une possibilité de regarder, normalement, on devrait voir déjà des gens qui commencent à vendre. Puisqu'il va y avoir la consolidation qu'on va trouver ensuite. Donc là,
Tiens, déjà, il y avait des gars qui étaient astucieux et qui commençaient à vendre. Ensuite, deuxième phase. D'accord, durant la phase de consolidation, il y a hésitation, normalement. Parce qu'il y a différentes phases de consolidation. Il y a des phases d'accumulation qui peuvent être qui sont un peu comme des phases comment ça s'appelle, de consolidation, mais où les gars accumulent. Et là, on peut avoir du volume qui va. Mais normalement, c'est plus médiocre. Et ça peut être très médiocre. C'est-à-dire, il y a deux types de phases de consolidation. La bagarre entre deux groupes, les bullish et les bearish. Et donc là, il va y avoir du volume quand même un peu. Un peu. Moins normalement que la tendance, mais quand même un peu. Tous les cas sont possibles, mais normalement moins. Mais il y a aussi la phase où ça n'intéresse plus personne. Alors là, là, ça va vraiment stagner. Et puis, là, les acheteurs n'achètent plus, les vendeurs n'achètent plus, etc. Ça, c'est vraiment la phase de consolidation. Il ne se passe rien. Mais comme il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de mouvement. S'il ne se passe rien, on ne peut pas dire ça va monter ou ça va baisser. Alors ça, c'est la deuxième phase. D'accord. Et la troisième phase? Non. La même erreur que mademoiselle. Pas la rupture de la tendance. On l'a eu avant, la rupture de la tendance, au moment où ça consolide. La tendance, ça consolide. Forcément, si la ligne de tendance, alors ça dépend de ce que vous dites, la tendance, la ligne de tendance est cassée parce que ça consolide à l'horizontale. Pas vraiment d'ailleurs une vraie rupture. C'est une rupture parce que le marché consolide. Le mouvement, est-ce qu'il est remis en cause ou pas? Dubitatif, suspect, mais pas quand même. Comprendre, tendance, phase de consolidation, support, résistance, deux bornes. Voilà, donc, et on ne va pas casser la tendance, la ligne de tendance est là, on stagne l'horizontale, donc forcément on la casse à ce moment-là, mais d'ailleurs on va casser la tendance. Non mais oui, on va casser la tendance, d'ailleurs là, sans volume normalement, puisque ça stagne horizontalement, et c'est après quand ça va redémarrer qu'on va casser cette phase de consolidation, soit à la hausse, soit à la baisse. Et là, il va falloir du volume. Si là, ça casse, ça peut être le test de tout à l'heure, je vous ai montré là-haut, ici, où j'ai montré, ils vont essayer. Là, alors là, les gars, ils disent, ah, mais c'est peut-être une figure de continuation. C'est peut-être une figure de continuation. Donc là, je vais casser, et là, ça casse, mais il n'y a pas de volume. Ah, 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 t'as essayé de me piéger. C'était les grosses mains qui ont essayé de pousser un petit peu pour tester. Il y a encore des acheteurs, et il n'y a que des oiseaux, il n'y a plus de volume. Là, pam, ils allument. Et là, c'est ce qu'on appelle un upthrust, c'est-à-dire une poussée avant rejet. Là, si vous avez bien suivi, c'est là qu'il faut être. C'est là qu'il faut se mettre avec les grosses mains derrière. Et on ne fait pas le marché, nous, on est trop petits. Mais si on a repéré les grosses mains, on va pouvoir acheter. Donc, c'est très proche aussi de tout ce qui est carnet d'ordre, flux d'ordre, etc., order flow, qui permettent de voir, book order, qui permettent de voir ces éléments-là plus finement, etc. Mais on peut les voir aussi même sur du moyen terme et long terme, etc. Donc, c'est ce moment où ça va casser. Ouais, vous dites ça, c'était un channel, donc c'est la tendance de consolidation que ça casse. D'accord, si vous voulez. Bon, c'est la figure de consolidation qui casse. On s'est compris, d'accord. Et donc, ça, c'est important pour avoir à la hausse ou à la baisse parce que ça ne change rien. Normalement, alors c'est pour ça que, bon, c'est une comment ça s'appelle, une configuration schématique, c'est-à-dire pour résumer, entre les figures de continuation et les figures de retournement, c'est la même chose en gros. Après, il y a des petites finesses qui rentrent en jeu. Toutes les figures de consolidation toutes les figures de retournement ou les figures de continuation ne sont pas tout à fait identiques. Et il y en a qui vont faire une consolidation un peu plus bizarroïde. Et donc, c'est ça qu'on va pouvoir utiliser et qui va pouvoir déterminer est-ce qu'on est dans un triangle, pardon, est-ce qu'on est dans un double top ou une tête-épaule. Bon, c'est pas la même chose. Flag, ça va être tout petit, c'est un petit retour. Il faut que ça soit petit par rapport à l'ensemble du graphique. Alors, on va me dire, si je regarde sur un graphique hebdomadaire et je regarde un petit truc, ça va être tout petit. Si je le zoome, ça va être un gros truc. Bon, normalement, le flag, c'est une phase de consolidation qui revient à l'inverse, un petit peu à l'inverse de la tendance. On va en parler juste après. Et par rapport au channel, ça n'a rien à voir du tout. Le channel, c'est une tendance quand on a mis la parallèle. Donc, vous avez une tendance haussière, vous faites votre tendance haussière, votre ligne de tendance haussière, support, et puis vous mettez la parallèle, ça vous fait une channel, un tunnel ou un channel. Et à l'horizontale, évidemment, ça vous fait un channel. Alors après, elle peut être plus ou moins
pentu, etc. Donc voilà ce que c'est le channel. Channel, normalement, il doit y avoir à peu près 2 lignes parallèles l'une à l'autre. Le mouvement s'essouffle. C'est-à-dire que là, il y a un ralentissement. C'est pareil que la tendance tout à l'heure avec le volume. Là, on a du volume, là, on a moins de volume. C'est un wedge finissant, en fait. C'est un wedge qui finit, un wedge d'affaiblissement de la tendance. La tendance, elle monte. Souvent, ça, c'est une vague 5 Elliott. Les vagues 5 Elliott, la vague des ozos qui achètent les derniers acheteurs, hop, ils n'arrivent plus à monter. Là, ils montent la côte, et puis là, c'est de plus en plus difficile. Il n'y a plus d'acheteurs, ça s'affaiblit. Et comme ça s'affaiblit, ça se réduit. Qui c'est qui m'a répondu? Attendez, on va voir. Et ça, c'est quoi? Parce que, justement, c'est pas la même idée du tout. Ça, c'est facile. Non, c'est une consolidation. Alors, vous distribuez les points tout seul, hein, les mecs. Parce que là, et un peu tout le monde a répondu. Donc là, c'est un wedge. C'est un wedge. Alors, le wedge, la différence du triangle. Le triangle, alors le plus simple, c'est le triangle symétrique. Le triangle ascendant. Donc là, tac. Là, tac, 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 tac. Il peut y avoir aussi le triangle descendant. Chut. Tac. Enfin, non, c'est pas ça. Ici, hop, voilà. Et puis, il peut aussi y avoir le triangle inversé qui est un peu plus compliqué. Bon, on ne va pas rentrer dans le triangle inversé. Voilà, ça c'est facile. Là, il y a toujours une sorte de médiane ou une sorte de droite qu'on peut arriver. Là, ça doit porter un nom, c'est tellement en géométrie. Le wedge, c'est pas ça. Le wedge, c'est un triangle, on va même le faire un peu plus fort, mais qui est dans un sens. C'est-à-dire que la médiane, elle va dans un sens. C'est ça qui fait un wedge, un biseau. D'accord? Donc là, vous l'avez. Alors ça, on me dirait, ah, mais c'est un triangle. Non, le triangle, ça aurait été un truc qui aurait fait ça. C'est pas un triangle. Ça, le wedge, c'est les deux droites sont comme ça. D'accord. Et là, le wedge, les deux droites avancent comme ça et le milieu, il monte. D'accord? Donc c'est ça qui fait le wedge. Ici, c'est un wedge de fin de mouvement. Wedge de fin de mouvement, d'affaiblissement. Ça se retourne et ça peut être le signal d'un retournement de tendance. Alors que là, c'est le wedge de consolidation ou d'une pause, comme un flag, comme un penante. Là, après, là, entre le wedge, le penante, le flag, ou même un rectangle, ou même un triangle, c'est pareil. Là, c'est plutôt une consolidation avant de repartir. Mais c'est surtout, il est à contre-tendance. La tendance ici, elle est haussière. Et là, le wedge, il est baissier. Ici, la tendance, elle est haussière. Et le wedge, il est haussier. Ça peut être aussi baissier, etc. Merci. Ça peut être aussi... tout le monde a rempli sa feuille des présences? OK. Donc, il faut voir un petit peu comment elle est. Voilà, j'étais en train de dire un truc. Oui, là, c'est retournement. Voilà. D'accord? Oui? Oui? Répétez. Pour le wedge, ça ne veut rien dire le wedge haussier, je vous ai dit. Parce que, oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que ça peut être ça, on est vu tous dans le mouvement haussier. Retournement, et là qu'on est dire. Mais la tendance, elle pourrait être aussi baissière. Donc on peut avoir, et puis la tendance est baissière, et puis on peut avoir un wedge comme ça. C'est celui-là, et puis ou alors un wedge, ici on aurait une tendance baissière. Là on a un wedge comme ça, et ça repart comme ça, d'accord? Donc ça c'est haussier, baissier, ça dépend ce que vous avez comme graphique. Mais après c'est retournement ou continuation. Même moi je peux me tromper, comme je l'ai dit, il faut faire attention à ce que vous voulez dire. Alors votre question? Un point test? Bah, le point test, c'est le signal. C'est au moment où il va casser. Ici, vous avez la nouvelle. Là, vous aviez la tendance. Alors, des fois, c'est toujours la même tendance, hein, parce qu'il peut être dans une tendance. Elle est toujours comme ça, mais là, elle faiblit comme ça. Donc, le wedge, c'est au moment où il casse la tendance, ou il a déjà penché un petit peu. Donc, il n'a plus la tendance, il l'a déjà enfoncé, pas cassé, c'est pas clair. Et donc là, il est comme ça. Et le point test, c'est quand il va casser avec du volume. Toujours. Et donc, bon. Et de l'autre côté, pareil. Et de l'autre côté, c'est quand il va casser ici, qu'on va avoir le signal. Alors, c'est ce que j'ai expliqué il y a 2 secondes. Mais le wedge, non, c'est pas grave. Il n'y a pas de question idiote.
le biseau, c'est une espèce de triangle, mais qui est dans un même sens. Le triangle, il est globalement, soit c'est un triangle un triangle ascendant. Donc là, il y a un plat et là, ça monte. Mais vous voyez que globalement, le plat est comme ça. Le triangle descendant, c'est l'inverse. D'accord? Le triangle symétrique, c'est parfait. Tac. Le triangle wedge, biseau, c'est pas un triangle, c'est que les deux pointes, les deux qui se resserrent, elles ont l'apex, la pointe, elle est dirigée vers un mouvement, soit elle est ascendante, soit elle est descendante. C'est ça un biseau. Ça peut pas être un triangle. Le triangle, il serait comme ça. Ça peut pas être un triangle, c'est un biseau. D'accord? Et donc, ça vous permet d'avoir, c'est très proche, etc. L'objectif, 15 minutes. L'objectif, qu'est-ce que je veux dire? L'objectif est le même, à peu près, les stop-loss sont à peu près similaires, c'est très proche. De toute façon, je vous ai dit, toutes les figures de continuation, ou de retournement, de continuation ou de retournement, c'est la même chose. Globalement, c'est phase de consolidation. Là, la phase de consolidation, elle est plus en mouvement, d'accord? Elle n'est pas simplement trop horizontale. Voilà un peu la différence. Ouais. Le flag, ça va être un petit drapeau, et le penant, c'est un petit triangle. C'est tout. Ouais, même un petit wedge. Après, quand c'est trop petit, c'est microscopique, on ne peut plus trop l'analyser. Il y avait des questions? Oui, pardon. Normalement, c'est pas bon. Normalement, les points sur les figures chartistes, POM, vous faites allumer. Vous n'avez pas négatif, mais vous n'allez pas avoir. Donc faites attention. C'est-à-dire que vous n'aurez pas. Ça montrera que vous ne faites pas de différence entre un triangle et un wedge. Bon, des fois ça peut être litigieux. Je ne dis pas qu'il y a des fois c'est litigieux. Donc à ce moment-là, je dis rien. Mais je dis c'est bon. Mais c'est quand c'est bien clair et que vous ne le voyez pas. Ou pareil. Alors après, ne me mettez pas des figures comme je répète, ce qui est un truc très souvent. On a le graphique comme ça. Vous me mettez toutes les figures chartistes qui sont ici, le marché il a bougé, il est descendu, il est remonté, on s'en moque. On veut, c'est les figures qui sont là. Si vous me dites là, c'est pas faux, mais vous prenez en plus un risque de dire une bêtise. Il a rien compris aux figures chartistes, 0 pour la note sur la grille qui correspond aux figures chartistes. Mais donc là, c'est là, s'il y a une figure, un wedge ou un triangle, et que là, vous me dites c'est un triangle alors que c'était un wedge, là, ça va pas aller, vous voyez. Mais ça fait assez évident si c'est litigieux. Après, vous venez pas me voir, ah mais c'est litigieux. Non, c'est moi qui juge si c'est litigieux ou pas. Mais normalement, c'est assez clair, etc. Mais, et c'est surtout, ça n'a pas tout à fait la même raison philosophique que je disais tout à l'heure, qui est que là, vous avez un essoufflement du mouvement, alors que là, c'est très proche du penante, du flag, etc. Donc, entre un wedge comme ça, un flag, c'est qui me posait la question flag? Ah si, flag et penante. Mais même un wedge comme ça, s'il est petit, vous me dites c'est un flag. Là, je vous dis pas non. Hein, celui-là, la tendance est là, ça consolide un petit peu et ça repart. Il a une forme comme ça, ou il a une forme entre ça, ici, c'est un wedge. Un flag, c'est comme ça. Et un penante, ça serait comme ça. Partout, tout ça, c'est globalement la même chose. Flag, penante ou petit wedge. S'il est plus gros, non. Là, je vous dirais, non. Là c'est sur la configuration. C'est une petite merde. C'est un petit truc comme ça. Tout à l'heure, on posait la question, mademoiselle, je lui ai demandé. Elle m'a dit, ça peut être un flag. Parce qu'effectivement, c'était par rapport au graphique, on avait un tout petit truc. Donc là, c'était, vous vous souvenez, la consolidation qu'on avait tout à l'heure? Je vous la remets. Là, ici, ce truc-là, ici, est-ce que c'est un rectangle? Est-ce que c'est un flag? Elle m'a dit un flag. C'est vrai que normalement, si on veut être puriste, le flag, il doit redescendre. C'est ça, mais un peu plus comme ça. Voilà, c'est un truc qui soit plus comme ça et repart comme ça. Alors que celui-là était plus carré ici.
Donc, ça peut se discuter. Mais ça, c'est vraiment puriste et tout. Et puis, comme c'est une hypothèse de projection, on peut imaginer que ça va descendre un petit peu, etc. Mais si elle me dit, par contre, c'est rupture, c'est un flag, et rupture, je dis, pardon? Oui, on pourrait, mais c'est un petit rectangle, donc il faut un petit rectangle. C'est un peu pareil. Tout ça, ils sont très proches. Oui. Quelle est la temporalité de ces figures-là? Par exemple, là, on voit sur... Ah, vous en avez sur toutes les périodes. Donc, vous pouvez en avoir sur le mensuel, hebdomadaire. Vous avez 4 graphiques au contrôle terminal. Et c'est parce que vous pouvez jongler un peu vos graphiques. Normalement, c'est le graphique hebdomadaire et quotidien sur lequel vous allez vraiment baser vos stratégies, vos analyses, etc. L'autre, mensuel, il va y avoir vraiment un grand contexte. Hebdomadaire, un peu le contexte. Le daily, vraiment la stratégie. Je suis haussier, je suis baissier. Et vous pouvez un peu affiner ou contester cette c'est-à-dire infirmer ce que vous allez dire en disant ah, mais sur le très court terme, sur 4 heures ou sur 1 heure, là, un intraday, là on voit qu'il ne fait pas tellement ce que je m'attends à ce qu'il fasse, puisque si vous êtes haussier, normalement il devrait repartir, ça dépend à quel moment on se trouve. Donc, mais c'est surtout le daily sur lequel vous allez plutôt concentrer votre analyse. Ça dépend, vous pouvez la concentrer sur hebdomadaire, il dit ouais, il est parti, là on le voit, il est déjà parti, il y avait une belle figure sur le graphique hebdomadaire, on l'a déclenché, ah bah tiens, l'objectif est très loin, donc normalement on devrait l'atteindre. Et là on voit qu'il y a une sous-figure de consolidation, par exemple il fait un gros triangle en hebdomadaire, il l'a cassé, il est déjà démarré avec du volume. Et là, vous regardez, donc en daily, vous voyez, et il est parti. Et là, vous voyez qu'il fait un petit flag. Vous dites, ah, on est dans la hausse, là, il est en train de consolider. Si ça repart avec le triangle que j'avais en hebdomadaire, et le daily, bam, là, ça va être un bon signal d'achat, etc. Voilà. Vous jonglez un petit peu avec les trucs. Oui. Par rapport à ça, c'est que là, on est sur une base mensuelle, c'est-à-dire que si on prend le flag à la fin, ça dure 3 semaines, est-ce qu'on peut encore parler de flag? Enfin, du coup, est-ce qu'on considère que... Bah, c'est-à-dire que si vous l'avez comme ça, et que c'est ça, c'est la figure, c'est un graphique mensuel, c'est quoi? C'est un graphique mensuel là? Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? Vous aurez forcément le graphique weekly, et vous aurez forcément le graphique daily. Ça sera le même dessin, sauf que vous l'aurez en daily. Donc là, ça ne sera pas la même chose. Ce que vous avez là, qui est un vague rectangle en formation, en daily, vous l'aurez plus clairement. Après, vous dites, ce qu'on imaginait en rectangle, ou là on met rectangle, point d'interrogation sur l'hebdomadaire, pour sur le mensuel, vous dites là, il apparaît plus comme un double top éventuel, et si ça casse. Voilà, ouais. Bon, c'est pas très grave, mais faut le préciser quand même. Là, je vois bien, ah, mais il a compris. Il y a des trucs qui ne sont pas tranchés forcément. Chut. Qui, j'ai pas mis son point, il y avait quelqu'un, il y avait... Non, c'était quoi? D'accord. Bon. C'est là qu'il fallait aller jouer des coudes. Et moi, je... Bon, alors, oui. Ah, si. C'est vous. Qui c'est qui m'a cité les figures de tout à l'heure? On était dans les figures de continuation. Si. Citez-moi 3 figures de continuation. Je vous ai mis les points? Oui. Et après, on est parti sur le wedge. Ouais. Ensuite, on a cité d'autres figures de continuation. Alors, le wedge, est-ce que c'est une figure de continuation ou une figure de retournement? Ça dépend du wedge. Bon, ok. Pourtant, c'est souvent mis dans les figures de continuation. Mais il y en a un autre où c'est compliqué. C'est les deux. Oui. Ah, bien. Donc, c'est bon. Et vous m'avez cité quoi d'autre? Et le flag. Alors, le flag, on reviendra plus tard. La tasse, ouais, la tasse avec anse. Mais la tasse avec anse, elle, c'est pas le saucier bottom. C'est pas pareil que le saucier bottom. Alors là, il y en a. Mademoiselle, monsieur. Voilà. Elle est où? Là, mademoiselle. Oui. Levez la main. Non. Il y en a. Oui. Pas celle derrière, celle devant. Oui. Levez la main. Oui. 15 minutes. Monsieur, 15 minutes. Voilà, hop. Comme à l'école, hein, comme primaire. Faites-moi un beau dessin. Alors, oui, le diamant. Alors, la tasse avec anse, attention, la tasse avec anse. La tasse avec anse, c'est une figure de continuation. C'est ça, là, vous avez une tasse
Toc, on monte, on fait la tasse, on fait l'anse, et toc, ça monte. D'accord. C'est très différent du saucier. Le saucier, c'est pas ça. C'est pas une tasse, le saucier. Le saucier, c'est ça descend, ça arrondit là et ça repart. Assez difficile après coup, oui, mais sur le coup, c'est difficile. Le saucier, c'est vraiment sa tendance, sa merdoie là un petit peu, ça se consolide, et puis ça repart. C'est pas forcément très très facile le saucier. Après coup, on le voit assez, mais au début, on a tendance à pas le voir. En revanche, la tasse avec anse, c'est pas ça du tout. La tasse avec anse, il y a une tendance, ça consolide, et au lieu, alors c'est très proche on pourrait dire d'un rectangle, là il est à la baisse, donc on pourrait très bien dire, ah bah c'est ça, là il a fait là, c'est là il refait, et toc. Entre un rectangle et une tasse, c'est une tasse avec anse. Il faut bien préciser pour bien être sûr qu'on a bien compris ce qu'on voulait dire. Il n'y a pas une grosse différence. Oui. Oui, alors, Dauphine s'agrandit énormément puisque depuis 2 ans, on a cette toute nouvelle aile qui s'est construite. Il faut rappeler que Dauphine, c'est l'ancien QG de l'OTAN dans les années 60. Il y avait Kennedy qui était venu, etc. Après, ça a été récupéré par les universités. On a créé cette grande aile qu'on a au-dessus de nous ici en vert, etc., qui a été créée avec Chirac à l'époque. Alors, j'ai plus les dates exactement. Et depuis 2 ans, ici, on avait une très grande cour. De l'autre côté, c'est Dauphine. On rentre de l'autre côté. Et on a cette grande aile qui est en train de se construire. Ça fait 2 ans. Elle est bientôt finie. On a beaucoup moins de bruit parce que ça faisait beaucoup de bruit pour les cours. Et donc, il y a vraiment beaucoup de demandes pour cette université de prestige. C'est quand même l'université numéro 1 en économie en France. Alors, il y a en concurrence avec les grandes écoles, avec l'ESSEC, avec HEC, évidemment. Il y a aussi des grandes écoles privées, les CESCLA par exemple également. Donc tout ça, ça se concurrence pour essayer d'avoir la meilleure formation et diversifier, etc. Et Dauphine, tout le monde le connaît, c'est de l'excellence et beaucoup de compétition, beaucoup de concurrence, des examens très serrés et une sélection assez forte. Mais c'est vrai que le top, c'est le Master 203. Alors, il faut bien comprendre que avant d'arriver au Master, c'est-à-dire le M1 et le M2, il y a 3 années. Donc, moi, je donne des cours en L3, c'est en 3e année. Les élèves ont 22, 23 ans à peu près, et ils ont déjà eu 1-2 années d'économie. C'est la 3e année. C'est dans cette année-là que je donne l'analyse technique. En M1, mais M1 272, qui est un M1 plus général, plus gestion, mais également, je donne aussi des cours, pas tous les ans, mais souvent, de trading forex. Et puis après, il y a le M2. Mais c'est vrai que le 272 est moins l'excellence pour le trader, pour celui qui veut faire comment ça s'appelle, d'une activité de marché. À ce moment-là, c'est plus le 203, mais le 203 est très sélectif, très sélectif. Donc le M1, on l'a facilement. C'est du M1 au M2 que c'est très difficile. Il y a tout, il y a des gérants, il y a des comment ça s'appelle, des traders, il y a des analystes. Il y a tout, mais il n'y a pas que moi, j'ai surtout ceux qui sont en rapport avec les activités de marché, évidemment, qui me disent des fois, ah oui, monsieur Malpech, je me souviens, vos fameux cours, parce que ça fait quand même un certain moment que je donne ces cours, puisque ça fait, depuis 2010. D'ailleurs, j'ai eu mon fils et ma belle-fille qui sont passés dans mon cours, maintenant qui étaient traders à Paris, après traders à Londres et maintenant traders comment ça s'appelle, comment dit-on, à New York. Donc tout ça se développe et j'en ai vu passer. Certains se rappellent de ces cours et alors bon, moi je suis un peu dynamique, des questions, c'est un peu ça. Maintenant, j'essaye d'amener les cours plus sur la pratique que la théorie. La théorie, bon, c'est assez facile à comprendre l'analyse technique. Il y a quand même des éléments que je rajoute qui me sont personnels, que j'essaye d'amener. Mais ce qui est le plus difficile, c'est d'acquérir cette pratique, cette expérience, c'est de l'avoir. Alors, il y a plusieurs, par exemple, plusieurs contrôles. Là, prochainement, il y aura un QCM qui est un contrôle plus scolaire sur ce qu'on a appris. Et à la fin de l'année, il y a comment ça s'appelle,
une épreuve pratique sur table en 2 heures. Et là, il faut pouvoir ressortir tous les outils qu'on a pu expliquer, qu'on a pu apprendre durant l'année. Donc, c'est 2 choses différentes. Le QCM est très serré, puisque le QCM, c'est en 15-20 minutes. Il y a 20 questions. Bonne réponse, 1 point. Pas de réponse, -1. Mauvaise réponse, -2. Donc, il faut comprendre que ça va très très vite au niveau et il y a des gens qui ont même des notes négatives. Bon, ils ont 0, mais si on fait le vrai décompte, ils auraient négatif. Donc, d'ailleurs, ils ont tous peur. Mais c'est relativement facile et c'est des réponses clic-clac, quoi. Il y a quatre possibilités, il faut répondre, et puis voilà. Ça sera la semaine prochaine.